reprise des travaux, donc avec dans un instant les conclusions d'une étude qui a été menée par le CEREMA. Il s'agit de dire notamment à quel prix les OFS déjà constitués sortent leurs premières opérations. Mais avant, le rappel des faits, rappel de ce que nous avons évoqué ce matin, en vérité, la mécanique du bail réel solidaire, et puis, vous allez le voir, quelques projets, ou en tout cas l'approche de l'EPFL de Haute-Savoie, que nous aurons sur ce plateau et qui a produit le film que vous allez voir maintenant. Les élus de Haute-Savoie sont confrontés à un marché immobilier tendu et cher. Dans le même temps, leur collectivité dispose de moins en moins de moyens. En réponse, il faut les aider à mettre en œuvre des stratégies foncières étroitement liées aux documents d'urbanisme. Les difficultés d'accès au marché immobilier sont fréquentes. Prenons l'exemple des parents de Luc et Blandine. Ils cherchent un appartement d'au moins 80 mètres carrés. Il leur en coûterait 360 000 € alors que leur budget est de 250 000 €. Ils sont donc contraints de rester locataires d'un appartement qui ne correspond pas à leurs besoins. Cette difficulté d'accès au marché immobilier pénalise aussi le développement économique. Prenons un second exemple, celui d'un entrepreneur qui souhaite développer son entreprise de transport. Il dispose d'un budget de 250 000 € pour acheter un bien et un nouveau camion. Ses finances lui permettent uniquement d'acheter un bien. Il n'a plus les moyens d'acquérir un camion supplémentaire. Considérant les blocages générés par les tensions du marché immobilier, les élus se dotent d'un nouvel outil, la foncière de Haute-Savoie. Il s'agit d'un outil à disposition des collectivités pour valoriser un patrimoine immobilier au profit du parcours de vie résidentielle des ménages et du parcours entrepreneurial des entreprises. Reprenons l'exemple des parents de Luc et Blandine. Dans le marché locatif, leur budget leur permet de louer un appartement de 70 mètres carrés seulement. Dans le marché libre, leur budget leur permet d'acheter un appartement de 60 mètres carrés seulement. Grâce à la foncière de Haute-Savoie, ils peuvent se voir proposer un logement en bail réel solidaire au prix de 2 700 € le mètre carré. Avec un budget de 250 000 €, ils ont ainsi accès à un logement de 90 mètres carrés répondant parfaitement à leurs besoins. Pour l'entreprise de transport qui a la nécessité de s'agrandir, les solutions existantes sur le marché libre ne sont pas adaptées. Soit elle garde une partie de son budget pour acheter un camion de transport supplémentaire, mais déménage dans un local trop petit par rapport à ses besoins, soit elle s'installe dans un local correspondant à ses besoins, mais dans ce cas, elle n'a plus les moyens d'investir dans son outil de production, le camion de transport supplémentaire qui va lui permettre de se développer. La foncière de Haute-Savoie est en mesure de lui proposer un local d'activité à coût minoré. L'économie réalisée lui permet alors d'acheter le camion de transport supplémentaire dont il avait besoin. Son entreprise se développe et il crée de l'emploi. Comment la foncière de Haute-Savoie constitue ce patrimoine public? La foncière constitue son patrimoine à l'initiative des collectivités sur le principe d'un financement mutualisé. C'est ainsi que le coût du foncier est minoré pour la collectivité. À minima, elle participe à hauteur de 25% du montant de l'acquisition. Charge à la foncière de solliciter des participations complémentaires auprès de partenaires et, si cela s'avère nécessaire, des financements auprès d'institutions bancaires. Comment la foncière offre un bien immobilier à prix minoré? Par l'utilisation des baux de longue durée. Ils permettent de déconnecter le coût du terrain de celui de la construction. En effet, le montant de l'acquisition du terrain est amorti par la foncière. Le coût de la construction est amorti par son exploitant. La propriété est temporaire. À la fin du bail, la foncière redevient pleinement propriétaire du terrain et du bâtiment. Comment la collectivité décide du projet d'aménagement? La collectivité exige la mise en œuvre de principes d'aménagement sur son territoire. Un entrepreneur ou un promoteur qui souhaite s'installer en prend connaissance. La collectivité demande à la foncière d'aider l'implantation du projet dans le respect de ces principes d'aménagement. Le contrat de longue durée négocié est signé. L'entreprise ou le promoteur construit et use du bâtiment selon les conditions du bail. En conclusion, la foncière est une structure indépendante qui agit pour les opérations d'aménagement des collectivités territoriales. Son objet est de fournir un foncier à coût minoré pour faciliter les opérations d'intérêt général. Il s'agit d'un outil créé par les collectivités, pour elles, et administré par les élus locaux. Sa durée de vie est illimitée pour assurer la pérennité des financements et maîtriser le renouvellement urbain. Créée sans capital, la participation des collectivités n'est requise que lorsqu'elles sollicitent la foncière. L'adhésion est volontaire, sans participation financière.
Pour parvenir à ces objectifs, la Foncière de Haute-Savoie est un groupement d'intérêt public. Alors on reviendra sur l'action de la Foncière de Haute-Savoie, sur l'opportunité de son action, sur l'opportunité également de son statut de GIP. Ce sera avec le directeur de l'EPFL de Haute-Savoie. Mais avant, la parole pour Patrick Morandas. Patrick Morandas qui est quoi? Là je suis en train d'improviser un lancement et je ne devrais pas, donc je vais tout refaire. Produire du logement d'accession à la propriété à des prix accessible pour les classes moyennes, c'est la vocation des OFS et du bail réel solidaire. À ce stade, l'État a agréé 5 OFS et il a voulu savoir quels étaient les premiers résultats en matière de prix de sortie des logements. Notamment, une mission d'étude a été confiée à la direction territoire et ville du CEREMA, et pour nous livrer les résultats de cette étude en avant-première, eh bien, nous écoutons le chef du groupe planification et stratégie foncières et urbaines du CEREMA. Il s'agit de Patrice Moranda, que vous pouvez applaudir. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Il me revient effectivement, outre le plaisir d'être avec vous, le redoutable honneur d'intervenir en ce début d'après-midi et de le faire sur un sujet pour lequel je n'ai pas travaillé, mais c'est une façon de souligner aussi la contribution de Marion Kaopé qui a piloté cette petite étude. Je dis petite étude parce qu'effectivement la commande a été celle d'un premier retour d'expérience sur un temps relativement rapide, entre mars et cet été, puisque le ministère de la Cohésion des Territoires, non seulement le service qui s'occupe de logement, mais le Bureau des opérations d'aménagement s'intéresse de près à ce dispositif des OFS BRS, et il y avait besoin de premier retour d'expérience assez rapidement pour savoir si, alors que des débats se poursuivent sur des ajustements éventuels dans le cadre de la loi Elan notamment, des choses pouvaient être envisagées si on répondait aux objectifs, et notamment en matière de prévision de prix de sortie, puisque pour l'instant, beaucoup d'opérations sont au stade de prévision. Vous me permettrez au passage de vous faire l'injure d'un petit rappel de ce qu'est le CEREMA, précaution peut-être inutile pour beaucoup d'entre vous, mais on ne sait jamais. Voilà, il s'agit d'un établissement public qui a été monté en 2014 pour être un centre d'études et d'expertise dans de nombreux domaines de ces ministères de tutelle, c'est-à-dire en charge de l'écologie, des transports, du logement, des territoires, mais il intervient aussi beaucoup directement auprès des collectivités et de l'ensemble des acteurs du territoire, ce qui nous vaut par exemple en ce moment d'intervenir aussi auprès d'EPF, d'États ou locaux en Auvergne ou en Occitanie. Je m'en tiens là et j'en viens maintenant au développement de cette étude qui avait pour but d'analyser quelques opérations, pour certaines effectivement lancées, pour d'autres en projet, pour essayer de juger de la conformité à l'esprit de la loi et des possibilités ou des contraintes soulevées par la gestion de ces opérations. Je ne reviens pas sur les questions de législation qui ont été évoquées en préambule ce matin, avec un certain nombre de textes fondateurs, y compris jusqu'à la dernière loi de finances pour 2018, qui a permis par exemple aux collectivités de se porter garant. Il y a eu effectivement un empilement de mesures et les choses vont continuer jusqu'à, on espère, une relative stabilité dans ce domaine. Et donc, cela se traduit dans le code de l'urbanisme et dans le code de la construction et de l'habitation. Et la fraîcheur de ces textes fait qu'il y a encore relativement peu d'organismes en place. On avait eu 4 agréments en 2017 donc par les préfets de région. Il y en avait un en 2018 au moment du bouclage de l'étude, mais plusieurs sont en cours. Donc les chiffres devraient monter assez rapidement au vu des projets qu'on sent un peu partout et qui là encore ont été présentés sur une carte. On trouve aussi des porteurs différents, avec évidemment toujours, et ça a été évoqué encore ce matin, le même esprit qui consiste à rechercher, donner une vocation sociale pérenne à du logement abordable et à garantir qu'il le restera, offrir une diversité de parcours résidentiels, et puis après, suivant les organismes qui ont été interrogés, puisqu'il s'est agi aussi d'une enquête auprès des opérateurs,
certains apportent leur propre vision, que je ne détaillerai pas ici, mais je précise que vous avez dans les pochettes violettes qui sont au coin de la table une trentaine d'exemplaires des 8 fiches qui ont fait l'objet de cette étude, donc des 8 cas, et que vous pourrez les retrouver par ailleurs sur le site du CEREMA ou le site outils de l'aménagement que le CEREMA anime. Et donc pour les collectivités, bien évidemment, il y a aussi le souci parfois de l'attractivité des centres de ville moyenne, voire des centres-bourgs. Parfois aussi celui d'attirer ou de maintenir un public un peu plus diversifié dans des quartiers politiques de la ville et de permettre de vrais parcours résidentiels dans un même espace géographique. Pour les coopératives HLM, c'est bien sûr l'affirmation du fort engagement social qu'elles mettent dans leurs actions par ailleurs. Parfois aussi la recherche de nouveaux modèles économiques dans un contexte de diminution des aides publiques. Donc voilà, les acteurs et les motivations peuvent être variées, mais toutes vont dans le même sens. Et donc l'étude a porté sur... on a ici donc la carte de France, mais si on voit la liste, il y avait en fait des projets déjà en cours de démarrage et en milieu urbain. C'était le cas de la foncière francilienne ou de la métropole lilloise. En démarrage, mais sur lequel on disposait de moins de détails sur Rennes. Des choses projetées notamment dans le Pays Basque, à Biarritz et Spolète. Et puis des projets qui étaient là simplement en cours de construction et sur lesquels le travail a porté sur des simulations pour la Haute-Savoie et même sur des hypothèses pour la ville d'Avignon, puisque les choses restent encore à définir. Pour ce qui est du dernier modèle, Madame a parlé ce matin de certaines vocations pour intervenir sur du rattrapage de secteurs d'habitat. Là, en l'occurrence, à la Bergerie, sur la commune du Castellet, dans le Var, il s'agissait d'une ancienne résidence de loisirs de 550 logements qui était devenu de l'habitat permanent de fait, et auquel il s'agissait de donner peut-être une nouvelle vocation, de remettre de l'ordre, de remettre des choses aux normes, et de régulariser les choses tout en n'entérinant pas le fait qu'il y avait eu un transfert du foncier. Bon, il se trouve que l'opération a finalement été abandonnée, ne serait-ce que parce que ce site se trouve sur le tracé envisagé de la LGV Marseille-Nice, et qu'à horizon 2030, ces terrains devront de toute façon être dégagés. Donc les modèles de financement sur temps long de l'OFS et du BRS ne permettaient pas de gérer les choses sur une durée aussi courte. Cet échantillon a été construit en février-mars 2008 sur la demande du ministère en fonction des projets dont il avait connaissance. Alors évidemment, certains ont avancé depuis, et puis d'autres ont pu connaître des avancements plus rapides que ces derniers. En tout cas, les éléments communs à ces projets, c'était notamment qu'il s'agissait pour la plupart d'opérations de construction neuve et en secteur plutôt urbain étendu. La seule exception à cela étant Espelette, où on parle de centre-bourg. En l'occurrence, ce n'était pas le cœur du centre-bourg, parce que c'est une ancienne ferme à 1 kilomètre du centre-bourg, mais ça relevait quand même d'une problématique de réanimation d'une politique logement en centre-bourg et dans de la réhabilitation de bâtiments plutôt que de la construction neuve. Et puis, on était plutôt sur de petits volumes en nombre de logements, puisque le nombre de logements par opération allait de 5 à 38, 38 étant un grand maximum. Par ailleurs, on avait à la fois des cas d'opérations uniques qui consistaient exclusivement en un BRS, et puis plus souvent, on va dire sur les 7 qui ont vraiment été étudiés, pour 4 d'entre elles, il s'agissait d'une partie d'opération en BRS dans un programme beaucoup plus global, dont le BRS représentait, suivant les cas, entre 7-8% ou 40% du total. Ce total étant lui-même composé parfois uniquement de logement social et parfois de logement social, de logement libre, de tout un étagement de l'offre d'habitat. Les éléments communs, c'est aussi des ménages et des prix visés, c'est-à-dire des objectifs affichés au moment de l'opération, avec
une sortie, des publics visés sous le plafond de ressources du PSLA. Ça, c'est un critère strictement financier, mais en l'occurrence, là aussi, ça a été évoqué ce matin. Il y avait un vrai souci d'offrir des parcours résidentiels, de remettre parfois de la population dans des centres dont le prix du marché les exclut, c'est-à-dire des jeunes ménages avec ou sans enfants, mais de préférence souvent avec enfants, et avec pour cela des prix de vente visés qui étaient inférieurs dans tous les cas à 2500 hors Île-de-France, et qui, pour les 3 opérations étudiées en première couronne parisienne, étaient là plutôt de l'ordre de 3500 à 4000 euros le mètre carré. Et donc une gestion de la redevance qui se révèle relativement différente entre les différents projets. Donc la redevance payée pour la location du foncier. C'est-à-dire qu'on a des niveaux différents qui vont parfois de 12 centimes jusqu'à 3,33 € le mètre carré de surface habitable. Et on a aussi des modèles de gestion différents et de répercussions. C'est-à-dire que parfois il y a un droit d'appui, une redevance fixe. Il y a parfois une redevance mensuelle équivalente aux futures redevances acquéreurs. C'est-à-dire que dans le premier bail, qui est celui entre l'Office foncier solidaire et l'opérateur qui réalise l'opération et qui construit les logements, puisque, encore une fois, on était dans la plupart des cas pour de la construction neuve en urbain, donc il y a cette première redevance qui est fixée et des modalités différentes suivant qu'on demande à l'opérateur, on s'entend avec l'opérateur pour qu'il la répercute ou non auprès des acquéreurs finaux. Puis ensuite, bien évidemment, l'objectif de la plupart de ces opérations était que l'opérateur construise, qu'il gère l'opération le temps qu'elle se réalise, et puis, une fois la totalité des logements de l'opération vendus, il s'efface et on n'a plus que le lien initial, on n'a plus que des copropriétaires qui versent à l'OFS la redevance correspondant à la location du foncier. Mais on avait quand même des formules qui pouvaient autoriser un temps de location relativement long dans certains projets. L'objectif était, comme on a vu ce matin, d'offrir des écarts de prix assez conséquents entre l'occupation des lieux sous forme de BRS et le marché libre. On est entre 20 et 60%. Alors, ça, on va dire, on est plutôt à 20 et 60% avant application de la redevance foncière, pour l'appeler d'un terme qui permet de comprendre à quoi elle s'applique. On est plutôt entre 10 et 50% après application de cette redevance, qui s'ajoute soit au montant du loyer, soit au montant de remboursement d'emprunt pour ceux qui acquièrent. Alors, une petite illustration, j'espère que vous pourrez le voir. Vous avez ici, suivant les opérations, donc les 3 premières opérations, première couronne parisienne, Crémain-Bicêtre, Gennevilliers, Bagneux, 2 à Lille, mais une dans le neuf, une dans l'ancien. 2 hypothèses à Biarritz, haut ou bas, c'est Espelette, donc en réhabilitation d'une ferme en village un peu plus rural, et puis des hypothèses de travail pour Anne-Sylvieux. Puis enfin, vous avez Rennes en bas de tableau. Donc, par rapport au prix estimé du marché par les OFS ou les collectivités consultées lors de l'enquête, on voit qu'on arrivait à un écart de prix qui allait, on va dire, de 21 à 60%, suivant les cas, étant bien entendu que les hypothèses sont faites sur la base d'emprunts au taux de 2% sur 25 ans, avec 10% d'apport, pour avoir des simulations un peu identiques sur la façon dont on intègre des remboursements d'emprunts dans le coût final de l'opération pour l'acquéreur. S'ajoute à ces charges, donc avant redevance, la redevance acquéreur, exprimée en euros par mètre carré et par mois. On a là des cas de figure très différents, puisque 12 centimes c'est à Rennes, et on monte à 3,33 € au Crémain-Bicêtre. Derrière ces écarts de prix, il y a à la fois des écarts liés à la répercussion du coût initial. Il y avait des terrains qui relevaient d'une maîtrise foncière déjà ancienne des collectivités
qui n'avaient pas été, qui ne représentaient pas des frais récents. Il y en a d'autres qui faisaient l'objet d'acquisitions récentes à un prix du marché déjà relativement élevé. Il y a aussi des choix politiques de répercuter ou non, d'intégrer ou non la totalité des coûts de ce foncier ou de l'amortir sur une durée suffisamment longue pour le rendre moins douloureux au démarrage. Donc les écarts entre ces différentes redevances acquéreurs s'expliquent au moins par ces deux explications-là. Et puis enfin, vous avez au final un écart de mensualité entre l'acquisition par BRS et l'acquisition en libre. Donc, en région parisienne, on n'est pas au-delà de 20% de différence, mais compte tenu de ce que sont les prix d'acquisition en Ile-de-France, 10 ou 11%, ça peut déjà représenter un écart significatif et assurer une solvabilité à un nombre de ménages. Ensuite, pour le reste, quand on est hors Île-de-France, on est, on va dire, dans l'urbain, plutôt entre 30 et 50%. À Espelette, c'est plutôt 19%, mais ce qui est dû au fait que le marché libre à Espelette, même si on est quand même dans des secteurs ruraux plutôt dynamiques dans le Pays Basque, mais n'est quand même pas au prix de l'urbain, et du coup, forcément, le différentiel est moins élevé. Donc, sinon, dans l'urbain, on est entre 30 et 50% de différentiel au départ, en intégrant le prix d'acquisition plus la redevance acquéreur, qui elle perdure. Dernier élément sur cette redevance acquéreur, effectivement, suivant les hypothèses, il y a a priori plutôt un calage initial sur des durées correspondant à celles de près de 60 ans pour certains qui ont affiché cet objectif. Et donc en considérant que le moment venu, la redevance ne paierait plus que des frais de gestion et plus l'amortissement du foncier, mais on n'en est pas là en règle générale. En conclusion, parce que il s'agissait juste d'introduire les débats de l'après-midi, on va aller relativement vite. On peut considérer que le premier, enfin c'est même pas un bilan à ce stade-là, parce qu'on est pour beaucoup sur des hypothèses, on a des opérations qui démarrent, il s'agissait d'avoir un premier éclairage sur la mise en œuvre des objectifs OFS-BRS. On a quand même un premier bilan encourageant dans la mesure où il y a de vrais écarts de prix significatifs entre la sortie par BRS par rapport à ce qu'aurait été l'application du marché libre. On sait aussi par ailleurs, mais on ne l'a pas mis ici par souci de faire court, que par rapport aux objectifs PSLA, les objectifs sont largement atteints et on est avec donc un nombre de ménages ayant accès à l'opération significatif là aussi. Hein. Et puis enfin, quand on est entre 10 et 50%, ben, on peut considérer que ça, au vu là encore de ce qu'on a dit ce matin, que c'est suffisamment incitatif. Il y a néanmoins quelques doutes à lever sur ce que peut être les réticences éventuelles des acquéreurs sur le fait de ne pas posséder le foncier au final. Ça a aussi été évoqué dans quelques questions. Et évidemment, ce qui trouve à s'appliquer en logement collectif dans l'urbain serait sans doute encore plus fort pour des opérations qui pourraient consister par exemple en des pavillons individuels ou en tout cas de l'individuel sur des secteurs un peu plus ruraux. Là, il y a sans doute un attachement à la symbolique du terrain encore plus marqué. Parfois des difficultés juridiques pour la vente d'HLM, l'intervention sur propriété dégradée. Il y a des choses là-dessus que la loi Elan essaiera de traiter. On a vu ce matin aussi que les conditions de transmission sont, là aussi par rapport à la non-propriété du foncier, quelque chose qui est assez contre-intuitif par rapport à l'habitude et à la conception du droit de propriété. On a déjà souvent du mal à... on a mis des dizaines d'années à expliquer aux gens que c'est pas sous prétexte qu'ils possédaient un terrain qu'ils pouvaient construire dessus, s'ils n'étaient pas dans une zone qui se prêtait à ça dans les règlements d'urbanisme. Là, il faut dire à quelqu'un qu'un terrain qu'il a acheté pendant des années, il ne le transmettra pas forcément à qui il veut, y compris par héritage, parce que si la personne qui en hérite ne correspond pas au plafond de ressources, ça ne pourra pas se faire, et à ce moment-là, bon, il ne sera pas lésé sur le plan du capital, parce qu'il y a un rachat
par l'OFS, mais voilà, c'est quand même contre-intuitif par rapport au sentiment de propriété et aux traditions dans ce domaine chez nous. Une des questions qui se posent, c'est à partir de quand est-ce qu'on est suffisamment incitatif compte tenu de ces freins pour pouvoir considérer que les opérations ont toutes les chances de réussir et de trouver un public facilement. Certains considèrent, mais je laisserai le représentant de la Haute-Savoie confirmer lui-même, qu'en deçà de 40% par rapport au prix du marché, on risque d'avoir du mal à convaincre. Là aussi, les premières expériences permettront assez vite d'être fixées sur la question, puisqu'on a des écarts de prix relativement variables. Un régime de copropriété qui reste un peu complexe. Là aussi, la loi Elan devrait traiter une partie des sujets. Mais effectivement, quel est le rôle de l'OFS dans une copropriété? On s'est rendu compte qu'il y avait parfois des statuts un peu particuliers pour les espaces de stationnement. Donc dans des secteurs un peu denses, c'est un enjeu là encore. Et c'est vrai qu'il y a une fiscalité différente qui peut s'appliquer et qui du coup ne permet pas d'intégrer le stationnement dans le BRS acquéreur. Bon, voilà, ces choses-là resteront à voir. C'est pas incontournable, mais bon, ça peut coincer un peu le moment venu. Et puis, là aussi, on l'a évoqué ce matin, il faudra que les établissements bancaires se mobilisent, intègrent ce nouvel outil et acceptent de jouer le jeu. On sait que le Crédit Foncier de France l'a fait à Lille, mais il faudra que ça puisse se généraliser pour que les gens n'aient pas le sentiment à travers le prêt, de perdre une bonne partie de l'avantage qu'ils auraient au BRS. Donc là aussi, il faudra que l'offre sur l'ensemble du territoire soit transmise. Voilà, je m'en tiens là pour cette introduction en rappelant que sur le site du CEREMA et puis aussi le site dédié aux outils de l'aménagement que vous trouverez sur tout bon moteur de recherche si vous ne retenez pas son nom complet, vous pourrez voir l'intégralité de ces fiches qui par ailleurs sont en format papier ici, mais je n'en ai apporté qu'une trentaine. Merci pour votre attention. Patrice Morandas, donc chef du groupe Planification et Stratégie foncière et urbaine du CEREMA, qui répondait à la question est-ce que les OFS et tout particulièrement le bail réel solidaire permet en effet de sortir des logements à des prix significativement inférieurs au prix du marché. La réponse est oui, puisque c'est selon les cas entre 10 et 60% de moins que le prix du marché libre. Est-ce que vous avez des questions, des compléments d'information, des observations, le cas échéant? Oui, monsieur, un micro pour vous dans un instant. Merci de bien vouloir vous présenter. Bonjour, Sylvain Lézère, je suis adjoint à l'urbanisme à Morel. Juste une petite question, pourquoi au Kremlin 17, c'est à 4100 le prix de cession? Dans toutes les autres villes, c'était plus ou moins 2000, c'était dans le coût de revient, je crois, de la construction. S'il n'y a pas de terrain, pourquoi c'est si cher? Il n'y a pas de terrain, mais visiblement, il y avait des opérations relativement complexes. J'ai pas repris la fiche avec moi pour le Kremlin Bicêtre, mais bon, ils ont considéré que malgré... On a des éléments de réponse là avec oui. Anne-Catherine Ledeuve. Partiel, Vincent Laurier pour aussi compléter. On est dans une opération totalement atypique. C'est pour ça qu'il faut en tirer des enseignements relatifs de coûts de construction très élevés eu égard à la complexité d'un terrain, fondation spéciale, etc., qui fait qu'au final, le coût de construction est extrêmement élevé. Et d'ailleurs sort, parce que là vous avez mentionné les écarts par rapport au livre, mais sort aussi à des niveaux très proches du plafond PSLA. En tout état de cause, pour les coûts de construction, c'est expliqué par rapport à la très grande complexité du foncier. Il y avait y compris une partie comblement de carrière, enfin des choses comme ça sur l'opération. Donc ça fausse un peu les statistiques, enfin ce qu'on appelle une aberration statistique, si je ne dis pas de bêtises. Avez-vous d'autres questions, remarques, observations, ou voulez-vous qu'on enchaîne? Alors on enchaîne, merci beaucoup Monsieur Morandas pour la précision et en même temps le caractère synthétique des conclusions de cette étude.